Buenas tardes, mi nombre es Jesús Perdomo y soy estudiante de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Fundación Puerto de Ideas y Escondida BHP les dan la más cordial bienvenida a la siguiente actividad de esta nueva versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Caos creativo, error y falla en la ciencia de ayer y hoy. Nos acompañará Cédric Villani, matemático francés y ganador de una medalla Fields, el premio más prestigioso en el campo de la matemática, que en esta oportunidad se referirá a las posibilidades de cometer errores en la ciencia. Esperamos que disfruten de esta actividad. Bonjour, mon nom est Cédric Villani, je suis mathématicien, spécialiste dans mes recherches de physique mathématique et en particulier de théorie des gaz, théorie des plasmas. J'ai reçu la médaille Fields en 2010 pour mes travaux sur la théorie statistique des gaz et des plasmas. Je suis également très engagé dans la politique aujourd'hui. Je suis membre du Parlement français, je suis député, je suis très impliqué sur un certain nombre de sujets, en particulier ayant trait au rapport entre science et politique. Je préside l'Office parlementaire scientifique en France et aux questions de transition écologique. Et je suis aussi très impliqué depuis de longues années dans les rapports entre science et société, avec beaucoup de conférences de vulgarisation dans le monde entier, sur tous les continents. Je suis allé faire des conférences en personne, autant où on pouvait voyager en personne, avant qu'on soit réduit à juste échanger en visioconférence, et beaucoup de cours, de conférences et d'exposer sur ce que la science a à nous dire et nous apprend sur la société. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce festival de sciences, j'ai choisi de vous faire un petit topo pour vous parler d'erreurs. En science, on a souvent l'habitude souvent on confond science et savoir, mais la science, c'est pas un savoir, c'est pas un corpus. La science, c'est une méthode, c'est un processus dans lequel des humains se battent contre l'inconnu, cherchent à explorer de nouveaux territoires, et dans l'aventure, car c'est une vraie aventure, comme j'ai tenté de le raconter dans mes ouvrages, il y a beaucoup de péripéties. On n'avance pas avec une direction donnée, on essaye différentes voies. On se trompe et on se retrompe sans arrêt. On confronte des cultures, des idées, et bien souvent, on se retrouve avec soit des scientifiques qui changent d'avis sur un sujet important, soit qui refusent de changer d'avis alors que toutes les preuves accumulées montrent qu'ils devraient changer d'avis. En bref, c'est un processus beaucoup plus humain, chaotique, imprédictible. Et il faut garder cela en tête. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème, quand on voit tout le débat d'aujourd'hui sur la science, l'efficacité des vaccins, les mesures face à la pandémie. On est dans une situation paradoxale, extrêmement paradoxale. D'un côté, ces derniers mois, au cours de cette dernière année, la science a fait des prodiges en matière de lutte contre l'épidémie de Covid, avec des vaccins qui ont été mis au point en un temps extraordinairement bref, beaucoup plus bref que ce qu'on attendait, des vaccins qui sont efficaces, beaucoup plus efficaces que ce qu'on attendait, et c'est un petit triomphe pour la science. Et pourtant, face aux différents avis, face à la grande médiatisation, face aux controverses scientifiques, on voit la confiance dans la science qui baisse ces derniers temps, qui a baissé sensiblement depuis le début de la pandémie. La confiance des citoyens envers la science. Donc, qu'est-ce paradoxe? Au moment où la science fait des prodiges, la confiance dans la science baisse. Et une des raisons, c'est précisément ce malentendu, qu'on confond science et savoir, qu'on confond la démarche scientifique avec une démarche de consolidation de ce qui est su. Et la démarche scientifique, je voudrais l'illustrer à travers quelques exemples historiques, elle est toujours empreinte d'erreurs, d'essais. Et je vais insister sur cette erreur à travers quelques grandes controverses scientifiques célèbres dans l'histoire. La première dont je vais vous parler, c'est une de celles qui ont le plus changé notre rapport à l'erreur. Peu de monde la connaît et pourtant elle est emblématique à plusieurs sujets. Il s'agit de la définition du mètre. Le mètre, l'unité qui est aujourd'hui acceptée comme référence pour unité de longueur par les scientifiques du système international dans tous les pays ou presque. Il n'y a que 3 pays dans le monde qui refusent encore le mètre comme unité de longueur officielle. C'est le Myanmar,
le Libéria et les États-Unis d'Amérique. À ces trois exceptions incompréhensibles près, tout le monde entier s'est mis à adopter le mètre. Mais ça n'a pas été simple. Comment ça s'est fait exactement, ce mètre? C'est une histoire française et une histoire typiquement française, à la fois dans ce qu'elle a de bien et dans ce qu'elle a de complètement déraisonnable, outrancier, fou. Et c'est une histoire qui commence en 1792, quand deux mathématiciens et astronomes français, Delambre et Méchain, quittent Paris pour aller l'un vers le nord, l'autre vers le sud, avec une quête, une mission que leur a confiée l'Assemblée nationale. Mesurer la méridienne, comme on disait, le méridien sur lequel se trouve Paris, de la façon la plus précise possible. Le mesurer au millionième près. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut imaginer une telle précision de mesure? Delambre donc va partir vers le nord, à Dunkerque. Méchain va partir vers le sud, à Barcelone. Et ce sont deux exemples, Delambre et Méchain, de ce milieu scientifique du XVIIIe siècle en France, où la mathématique, l'astronomie, la physique sont les disciplines reines, en particulier mathématiques. À cette époque, la France compte sans doute autant de mathématiciens que tout le reste du monde réuni. Et ils emportent avec eux les meilleurs instruments de leur temps, des instruments qui font des mesures très précises, avec des visées, avec des appareils pour multiplier les erreurs, pour les évaluer, pour les amoindrir et tout ce que vous voulez. Et l'Assemblée nationale, mais aussi l'Académie des sciences, parrainent leur mission, sont les scientifiques les plus influents de France à l'époque, Condorcet, Lavoisier, Lagrange, Monge, qui les accompagnent et les parrainent. Lavoisier dit qu'on leur a confié la mission la plus importante dont un homme ait été chargé. Cette mission, c'est mesurer la Terre. Alors on voit ici toute la démesure à la fois de la science et de la France à cette époque. En 1792, la France est au bord de la guerre civile, bientôt le roi sera guillotiné, la France va être en guerre avec toute l'Europe, la société peut s'effondrer, c'est la crise économique, c'est la guerre, et l'Assemblée nationale trouve que le projet le plus important qui est en ce moment, c'est d'aller mesurer la Terre. On se dit, mais est-ce qu'ils n'étaient pas complètement fous? Mesurer la Terre pour définir une unité de mesure universelle. Il y avait ces débats sur les unités de mesure, et dans la France de l'Ancien Régime, il y avait des centaines de milliers d'unités de mesure. La mesure dépendait de la quantité que vous mesurez, elle déchangeait d'une ville à l'autre. La coudée, ce n'était pas la même chose à Bordeaux et à Lyon, et encore dans d'autres villages. L'unité, quand vous mesuriez du blé, ce n'était pas la même chose que l'unité de volume quand vous mesuriez de l'eau, etc., etc. Des centaines de milliers de normes et d'unités différentes. Et les Français, dans leur idéal d'absolu, voulaient bâtir une unité. Ça allait bien avec cette époque de la Révolution, où on pensait que la science allait donner la clé pour rebâtir une société. Et on voit ici, ils avaient la science comme faisant partie de leur projet de société, de leur idéal révolutionnaire réellement. À cette époque, ils avaient décidé aussi que les jours compteraient 10 heures et pas 24, que chacune de ces heures compterait 100 minutes et pas 60 minutes. Ils voulaient revenir sur des millénaires d'héritage babylonien, avec, en faisant jouer à fond cette nature ambivalente de la mathématique science de l'absolu qui vous permet de tout mesurer, de changer de convention, et en même temps science éternelle dans laquelle ce qui a été établi il y a 2000 ans reste encore vrai aujourd'hui. Et l'héritage d'astronomes babyloniens, il est encore valable aujourd'hui, n'empêche qu'on peut, si on le veut, décider de changer nos conventions. La mathématique et la science étaient au cœur de leur projet de société. Et je voudrais insister là-dessus aussi, en sachant que c'est aussi une des clés de lecture à garder en tête pour aujourd'hui. La science, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la société, qui est déconnecté, abstrait. La science, c'est toujours quelque chose qu'on inclut dans un projet de société, dans une culture, ou dans une, y compris ici maintenant, dans une culture occidentale, dans un modèle, dans des attentes de la société. Et c'était on ne peut plus vrai à l'époque. La France, dans son ambition universaliste, voulait être le pays qui apporte une unité universelle au monde entier. Alors pourquoi mesurer le méridien? Parce qu'il s'était dit, si nous voulons une unité de mesure qui parle à tous les peuples, pour tous les temps,
il faut partir de quelque chose qui appartient à tous les humains pour tous les temps. Ce quelque chose, c'était la Terre. Il n'y en a qu'une. C'est la propriété, si on veut, de toute l'humanité, et elle sera là pour toujours, en tout cas pour les siècles des siècles. Et donc, utilisons-la pour définir la référence de longueur. Et donc, l'idée, c'était 1 mètre, c'est la 40 millionième partie du tour de la Terre. C'était leur idée. C'est une idée assez brillante et n'empêche qu'il fallait définir, mesurer clairement cette Terre. Depuis les Grecs anciens, on connaissait assez bien la longueur de la Terre. Ératosthène l'avait fait déjà. Mais maintenant, il s'agissait de le faire avec une très grande précision. Le millionième, c'était ça qu'ils attendaient. Alors, euh, les choses ont été, pour Delambre et Méchain, il y avait une grande pression qui pesait sur leurs épaules, ça a été un enfer, le pire scénario catastrophe d'une grande série, des années et des années pendant lesquelles on les a pris en France pour des fous, pour des sorciers, pour des espions. Ils ont dû se disputer avec les uns, flatter les autres, donner de l'argent, construire des bâtiments d'observation pour mesurer leurs angles, pour faire leurs observations, pour trianguler. Ils se sont fait faire prisonniers par les Espagnols, par les Anglais. Ils ont été blessés. Méchain, dans un accident de puits, a failli mourir. L'hyperinflation les a réduits à la misère. Leurs protecteurs, Lavoisier et Condorcet, ont été tués dans la Révolution. Ils ont dû revendre certains de leurs instruments pour éviter de mourir de faim, etc., etc. 7 années de galère. Et à la fin, ils vont se retrouver quand même, ils en ont la conviction, et accomplir cette mission sacrée qui leur a été confiée. L'épisode le plus intéressant pour nous aujourd'hui, qui a trait à l'erreur, le voici. En 1794, à Barcelone, Méchain, qui se remet à grand-peine d'un accident qu'il a laissé pour mort, ou presque, alors il faut imaginer, son bras droit est paralysé, il a continué à faire toutes ces mesures pendant l'hiver, il fait des milliers d'observations, il continue, il ne se met pas en arrêt maladie, et il obtient la permission, il est à ce moment-là du côté espagnol, du côté de Barcelone, d'aller dans un fort qui normalement est interdit aux Français pour acquérir une mesure de plus, un endroit où il a des difficultés pour faire ces mesures, pour mettre les observations du paysage en rapport avec les observations des étoiles. Il a le droit qu'à faire une mesure, après on lui réinterdira, il y a une grande méfiance des Espagnols vers les Français, il fait sa mesure, il la compare avec le reste, et là, c'est terrible, il se rend compte qu'il y a une incohérence dans ses calculs pour mesurer le paysage, pour établir les relevés. Une incohérence qui va le rendre fou littéralement. Il ne pourra pas revenir vérifier, il sait qu'il y a une erreur dans ses calculs. De toute sa vie, il n'aura plus un moment, une nuit tranquille. Et il va cacher cette erreur et ne l'avouer à personne. Ça va être son tourment jusqu'à la fin de ses jours. En 1798, les deux savants se rejoignent à Rodez, dans le sud de la France. Et pendant leur mission, ça a été le pire chaos politique de l'histoire française, mais c'est quand même un triomphe. Ils sont célébrés comme des héros. Ils arrivent avec leurs observations, leurs relevés. Ils reviennent à Paris de façon triomphale. En 1799, ce sera le premier congrès scientifique international de toute l'histoire, à Paris, pour que les meilleurs savants du monde entier puissent venir à Paris, confronter les observations et définir à partir de toutes les mesures qu'ils ont effectuées le long de la méridienne, la forme de la Terre. Quelque chose un nouveau concept qui se crée à ce moment-là, l'idée des colloques internationaux. Aujourd'hui, c'est routine. Des colloques internationaux, il y en a des centaines de milliers par an, il y en a tant qu'on veut. Et toutes les recherches qui aujourd'hui défraient la chronique, elles se font par coopération internationale, les vaccins comme le reste. Mais c'était en 1799, c'était le tout premier colloque international. Alors, Méchain n'ose pas avouer l'erreur, il attend, il fait le difficile, il se retire, finalement il donne des résultats. Tout le monde étudie les résultats de Delambre et Méchain. On découvre que la Terre est grumeleuse, on savait qu'elle était ellipsoïdale, qu'elle n'était pas sphérique, maintenant on découvre qu'elle est un peu cabossée. C'est très bizarre, mais on fait cette mesure et tout le monde est content. Bonaparte leur dit les conquêtes passent et ces opérations restent, avec l'idée de cette permanence, persistance des idées scientifiques sur les régimes politiques.
Et puis le mètre est publié en grande pompe. La France exulte. On forge des étalons en platine pour avoir la mesure du mètre la plus précise possible. Et pourtant, Méchain, bien sûr, est complètement tourmenté par cette erreur qu'il a commise. C'est l'un des plus anciens cas documentés de grands tourments, d'erreurs scientifiques commises par un scientifique mondialement célèbre. Et ça l'obsède, il va retourner faire des mesures en Espagne, il va retourner dans des endroits insalubres, il va mourir de la malaria dans la détresse psychologique. Et c'est seulement des années plus tard que son compère Delambre, en examinant tous ses brouillons, en reprenant tout son héritage pour publier l'héritage le plus précisément possible, découvrira cette erreur. La mesure du mètre qui aurait dû être tellement précise, elle est fausse, de 1000 fois plus que ce qui était prévu. Elle est fausse d'environ 0,2 mm. 2 dixièmes de millimètre, c'est l'erreur du mètre sur Delambre et Méchain. 2 dixièmes de millimètre, c'est visible à l'œil nu, c'est gigantesque. On croyait le mètre précis au millionième, en fait, il est à peine précis au 10 millième, même pas au 10 millième, seulement au millième, moins précis même que le mètre provisoire qui avait été établi quelques années auparavant. Cette erreur, elle ne sera jamais corrigée. Des décennies plus tard, après beaucoup de tergiversations, de discussions entre savants, on décidera de le garder tel quel, même si on savait que la mesure de la Terre était fausse. De garder ces étalons de platine, de les renouveler, mais de les faire pareil. Entre-temps, plein de déboires politiques. Le système métrique même la France a été la première nation à l'adopter, elle a été la première à l'abandonner en 1805 pour des motifs politiques. Bonaparte abandonne le mètre, qui était impopulaire. À cette époque-là, ça avait été la première crise de la mondialisation, en un sens. Comme le mètre permettait des échanges internationaux, toute l'économie était bouleversée, même l'économie à l'intérieur des différentes provinces en France. Comme du fait qu'il y avait des différents étalons, ça permettait à des petites erreurs, ça permettait à toute une économie se nourrissant de ces erreurs de prospérer avec des petits pourcentages notés par-ci, par-là, dans les erreurs de conversion, etc. Ça, c'est abandonné, ça met de la tension. Donc, pour des raisons politiques, le mètre est abandonné à cette époque. Et il reviendra seulement en 1837, 3 décennies plus tard. Et comme je disais, même s'ils savent, les savants de l'époque, de la fin du 19e siècle, que cette erreur a été entachée, qu'il y a eu une erreur dans la mesure, ils décident de le garder. L'erreur de Méchain, elle a survécu à ce jour. À chaque fois qu'on a changé les définitions, et encore tout récemment, quand on a décidé de bâtir la nouvelle définition du mètre sur la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, sur les grandes constantes physiques, on a quand même gardé la longueur qui avait été déterminée par Delambre et Méchain, tout en sachant bien que ce n'était pas la 40 millionième partie de la Terre. Donc cette erreur, elle est restée, elle restera pour toujours. C'est emblématique et c'est très important, je dirais. On a tenté de se débarrasser d'une erreur, absolument, et finalement, elle est restée incrustée pour toujours. L'erreur, elle existe toujours en science, selon différentes modalités. Une erreur dans le processus de découverte, ou une erreur dans les statistiques, une erreur dans la façon dans la précision des mesures. C'était quoi l'erreur de Méchain? Pourquoi il s'était planté, au fait? Il y avait ces motifs un peu compliqués, mais disons que la gravitation était perturbée au moment où il faisait sa mesure près de Barcelone à cause du relief, à cause des Pyrénées. La verticale qu'il mesurait était perturbée, ça faisait des fluctuations plus importantes dans le champ de la verticale. Et dans le système d'erreurs, d'amplification d'erreurs qu'il utilisait justement pour modifier ces erreurs, il y avait une amplification systémique de cette erreur. Et Méchain n'avait pas les moyens conceptuels de résoudre cela, parce qu'à cette époque, l'erreur, c'était seulement considéré comme quelque chose de nuisible à éliminer. Aujourd'hui, l'erreur, c'est toute une théorie. Il y a la théorie des erreurs, la loi des erreurs, c'est la loi de Gauss qu'apprennent nos étudiants à l'université, le théorème central limite, le théorème des erreurs, que j'ai enseigné à l'université, qui est peut-être le plus important théorème
en tout cas le plus beau théorème de la mathématique pour moi peut-être, celui qui justement vous parle de la distribution des erreurs et de la façon de prédire, d'appréhender les erreurs. Mais à cette époque, à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas de théorie des erreurs. C'est plus tard que ça viendra et c'est très important. Et cette idée que l'erreur est au cœur de la science et au cœur de notre appréhension des phénomènes naturels, il faut la garder en tête à notre époque. Et l'histoire de Delambre et Méchain, elle nous la rappelle. C'est pas la seule. Il y a d'autres histoires dans les derniers siècles qui font intervenir cette erreur de façon majeure. Et dans plusieurs cas aussi où on trouve des gens qui se trompent, qui se font avoir par cette notion d'erreur, qui sont les scientifiques les plus brillants de leur temps. Il ne faut pas faire confiance à un scientifique. Il faut faire confiance à la science qui avance, qui répare, mais un scientifique, si brillant soit-il, peut toujours se tromper. Le meilleur exemple pour moi de cela, une autre histoire que j'aime bien raconter, là où le passé éclaire le présent, c'est l'histoire de l'âge de la Terre, où il ne s'agit plus de mesurer il s'agit plus de mesurer la longueur de la Terre, sa taille, il s'agit de mesurer son âge, quelque chose d'extrêmement important aussi. L'âge de la Terre, c'est une réflexion qui vient plus récemment, beaucoup plus récemment, à la fin du XVIIIe siècle, fin du XIXe. Alors, on pose la question déjà au XVIIIe siècle, on y revient au XIXe siècle, on y revient encore au XXe siècle, et il y a beaucoup, beaucoup de tergiversations. Et il y a un épisode célèbre, remarquable, dans lequel le plus grand physicien de son temps, le plus brillant, reconnu par tous, Lord Kelvin, s'est intéressé à l'âge de la Terre et s'est retrouvé en conflit là-dessus avec l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, Charles Darwin. Les deux se sont affrontés de façon spectaculaire sur l'âge de la Terre. Et Kelvin avait beau être le plus brillant physicien de son temps, il s'est trompé radicalement. Alors, parlons un petit peu de cette histoire de Lord Kelvin, parce que c'est assez remarquable. Lord Kelvin, de son vrai nom William Thomson, c'est un profil extraordinaire. On lui doit des théorèmes importants, le théorème de Kelvin qu'apprennent nos étudiants en mécanique des fluides, le concept d'énergie cinétique qu'apprennent nos lycéens, qui nous parlent de l'énergie associée au mouvement. On lui doit des instruments très importants pour la mesure des champs magnétiques, pour l'analyse des variations, par exemple des marées, des précurseurs de l'analyse de Fourier. On lui doit aussi le succès des premières opérations de câbles transatlantiques. À l'époque où c'était un défi d'assurer la communication entre le Nouveau Monde et l'Ancien, entre l'Amérique et l'Europe, et où passer un câble qui permette de faire les liaisons télégraphiques, c'était un exploit. Et c'est grâce à Kelvin et à sa bonne connaissance des équations physiques que l'expédition a pu aboutir après plusieurs essais infructueux. Mais Kelvin, on lui doit aussi le développement de la thermodynamique. Nos frigos fonctionnent sur l'effet Joule-Thomson, et Thomson, c'est, comme je vous le disais, le vrai nom de Kelvin. À tel point, une contribution tellement importante qu'aujourd'hui, l'unité de mesure de la température, c'est le Kelvin. Le degré Celsius, on dit couramment, mais en physique, les physiciens parlent en Kelvin, avec le zéro absolu qui ne correspond pas à moins de 273 degrés Celsius, mais à 0 Kelvin. Et c'est un destin extraordinaire pour un physicien que d'être transformé en unité de mesure, tellement on considère sa contribution comme fondamentale. Et Lord Kelvin se passionne dans les années 1860 sur la question de l'âge de la Terre. Reprend les calculs effectués par Joseph Fourier avant lui. Fourier, c'était à la fin au début du 19e siècle, dans les années 1820, il avait travaillé là-dessus. Fourier avait étudié l'équation de la chaleur, l'équation du refroidissement de la Terre, considérait la Terre comme un bloc de métal, comme un bloc de fer, qui refroidit à partir d'un état où il est en fusion au départ.
Fourier considérait qu'au départ, la Terre devait être en fusion, que le cœur de la Terre devait être plus chaud que la surface, parce qu'on a les observations des volcans, parce que quand on va creuser dans des mines, on voit que plus on descend, plus la température est élevée. Donc Kelvin, comme Fourier, a repris ce modèle dans lequel la Terre est comme un bloc de fer, au départ en fusion, qui se refroidit, mais qui reste encore chaud à l'intérieur, de la même façon qu'un gâteau qui refroidit une fois qu'il a été sorti du four est plus chaud en son cœur qu'à l'extérieur. L'équation de la chaleur, c'est la grande contribution de Fourier, l'équation de la diffusion, la première équation aux dérivées partielles qu'on apprend quand on étudie les équations aux dérivées partielles. Et Fourier avait établi une formule qui reliait plusieurs constantes mathématiques et physiques. La formule de Fourier, et il l'explique en argumentant, elle reliait d'une part la température initiale de la Terre, peut-être la température de fusion du fer, disons, la température extérieure à la surface de la Terre, le gradient d'augmentation de la température quand on creuse, quand on descend sous terre, la capacité calorifique du fer, de la Terre, pour tenir compte de ce que certains matériaux se refroidissent plus vite que d'autres, et le temps total d'existence de la Terre. Donc c'est une très belle formule, celle de Fourier. Je vous l'ai dit à l'oral, le temps d'existence de la Terre, c'est 1 sur pi, 3,14, 1 sur pi fois c, c'est la capacité calorifique de la Terre, fois le carré de la fraction avec au numérateur, la différence entre la température de fusion du fer et la température extérieure, et au dénominateur, le gradient d'augmentation de la température. Donc une formule qui relie de façon simple, avec des fractions, des soustractions, des multiplications, des carrés, le temps d'existence de la Terre, avec ses constantes physiques. Kelvin n'avait pas fait l'application numérique. Je pense qu'il était malin et qu'il pensait qu'il valait mieux ne pas la faire, qu'il y avait un risque d'erreur important, alors que la formule était belle, l'idée était belle. C'est la première fois qu'on pensait à mettre en équation mathématique un problème qui auparavant était traité sous un angle pragmatique, expérimental ou même religieux, celui de l'âge de la Terre. Mais Kelvin, lui, veut faire l'application numérique, veut voir combien ça représente, et il trouve, avec les meilleures estimations physiques de l'époque, entre 40 et 200 millions d'années. Nous savons aujourd'hui, vous savez, que la Terre, c'est quelque chose comme 4 milliards et demi d'années d'âge. Et quand on entend 40 à 200 millions d'années, on se dit, mais c'est beaucoup trop peu. C'était l'estimation obtenue à l'époque par le meilleur physicien du monde, avec la meilleure méthode du monde, avec la meilleure méthode, la méthode la plus sophistiquée qu'on ait imaginée. Et Kelvin se lançait là-dedans et a dû affronter les géologues sur ce terrain en leur disant « c'est un théorème mathématique, l'âge de la Terre ». Les géologues étaient très mal à l'aise par rapport à ça. Encore, ils ont réussi à s'adapter tant bien que mal, 100 millions d'années, on peut y arriver, ça a bouleversé leur théorie, mais quand même, ceux qui ne pouvaient pas s'adapter, c'était les évolutionnistes. Charles Darwin ou Wallace, les évolutionnistes qui étaient à l'origine du plus grand scandale scientifique de tous les temps, selon lequel l'humain, l'espèce humaine était apparentée à toutes les autres espèces animales par des liens de parenté, Darwin avait besoin d'une Terre âgée, plusieurs milliards d'années, pour que des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années, pour que les changements aient le temps de s'effectuer. À la fin du 19e siècle, Kelvin reprend encore ses estimations en mettant à jour, il s'est écoulé, en 30 ans, il s'est écoulé des progrès scientifiques, il a des valeurs encore meilleures qu'avant, et il trouve cette fois une Terre qui doit être âgée de 24 millions d'années. Une crise scientifique majeure. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le bout du monde quand on a des scientifiques qui s'affrontent sur telle ou telle théorie par rapport médical, sur tel ou tel vaccin. Pendant quelques mois, on se dit mais c'est pas possible de ne pas se mettre d'accord. Mais replongeons-nous en arrière dans le temps. Nous étions à la fin du XIXe siècle, des scientifiques qui étaient les plus brillants esprits de leur temps, pendant 30 ans, s'affrontent d'une façon irréductible sur
à ce sujet, rien moins que savoir l'âge de la Terre. Alors, à 24 millions d'années, c'est un conflit scientifique majeur. Et les scientifiques ont pris leur part d'un côté, de l'autre, pour Kelvin ou pour Darwin. Huxley a dit à cette époque quelque chose de magnifique. C'était un scientifique très engagé dans le darwinisme. Une citation qui est encore importante aujourd'hui. La mathématique peut se comparer à un moulin d'une facture exquise qui peut moudre de la matière à n'importe quel degré de finesse. Cependant, ce que l'on en tire dépend de ce que l'on y a mis. Et de même que le meilleur moulin du monde n'extraira pas de la farine de blé de cosses de petits pois, ainsi, des pages de formules ne fourniront pas un résultat fiable à partir de données imprécises. Que si vous avez une superbe formule mathématique, une superbe théorie mathématique, des super appareils de précision, si vos données, vos hypothèses initiales sont mauvaises, alors la conclusion sera mauvaise, si malin que vous soyez. Et il a raison. Alors, euh, euh, on reviendra sur la grande erreur de Kelvin dans quelques instants, mais je vais dire aussi, et ça résonne avec aujourd'hui, cette controverse scientifique était devenue une vraie controverse de société. Les écrivains en parlaient. Mark Twain disait, avec ironie, comme Lord Kelvin est la plus haute autorité scientifique vivante, je pense que nous devons nous incliner et accepter ses vues. Et puis, chacun y allait même l'Église s'est vu, a compris qu'il y avait l'Église traditionnellement sur une position très, très conservatrice. À cette époque-là, l'Église soutenait encore que le monde avait été créé en 4004 avant Jésus-Christ. Et finalement, après 15 années de débat, décide d'abandonner officiellement cette estimation de 4004 avant Jésus-Christ, sans prendre parti pour Kelvin et Darwin. Quel chemin à l'époque, l'Église avait le plus grand mal, justement, à s'intégrer dans de telles controverses scientifiques. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'Académie des sciences, qui conseille le pape, dont je fais partie d'ailleurs, l'Académie pontificale, comporte quantité de prix Nobel et de scientifiques couronnés et met un point d'honneur à être au mieux renseigné, au plus près de l'actualité scientifique. Et c'est quelque chose que l'on peut voir dans les encycliques papales et la façon de prendre l'environnement en compte, etc. Mais à l'époque, c'était une petite révolution. Sur quoi j'insiste, c'est que cette controverse purement scientifique, un peu comme celle du maître, cette controverse scientifique sur l'âge de la Terre, c'était devenu un grand débat de société avec toute la polémique qui va avec. Darwin a bien argumenté et a dit nous ne savons pas à quel rythme les espèces changent. Et il reconnaît qu'il y a une objection portée par Kelvin et pourtant il dit attention, nous ne sommes pas sûrs que nous en savons assez sur la constitution de l'univers et sur l'intérieur du globe terrestre pour réfléchir avec sûreté à son temps d'existence passé. Qui va réparer les uns et les autres et les réconcilier? C'est un des grands noms de la radioactivité, des grands noms de la physique, qui s'appelle Rutherford. Rutherford, c'est l'un des découvreurs de la radioactivité avec Pierre et Marie Curie. Et au début du XXe siècle, il va mettre tout le monde d'accord pour des raisons parfaitement mauvaises. Il va se tromper, il va mettre les gens d'accord avec son faux argument, et c'est bien plus tard encore qu'on découvrira quel est le bon argument. Alors, Rutherford, lui, sa théorie, sa thèse, c'est que c'est la radioactivité qui fait l'erreur dans le calcul de Kelvin. Et il la présente, alors il y a un texte que je n'ai pas le temps de lire ici, mais un texte hilarant dans lequel il explique comment il arrive dans l'Académie des sciences. Il voit qu'il va exposer sa théorie, et en particulier le fait qu'elle permette d'expliquer l'âge ancien de la Terre. Il parle de l'énergie libérée par la radioactivité. Il voit que Lord Kelvin s'endort profondément pendant l'exposé. Il se dit tout va bien, parce qu'il s'attendait à être chahuté par Kelvin. Et puis il voit que Kelvin se réveille juste au moment où il s'apprête à parler de l'âge de la Terre. Et Rutherford, à ce moment-là, tout jeune, vif d'esprit, malin, a cet éclair de génie. Il explique qu'en fait, Kelvin, dans ses hypothèses,
a prédit de façon prophétique que son calcul ne serait valable qu'à condition qu'on ne découvre pas de nouvelles sources d'énergie. Et Rutherford explique, vous comprenez, cette source d'énergie nouvelle à laquelle Kelvin avait pensé, en fait, c'est la radioactivité. Donc, rendant hommage à son adversaire pour le mettre de son côté. Et là, Kelvin sourit, Kelvin exulte. C'est un exemple qui vous montre comment convaincre les scientifiques, c'est pas qu'une question de logique, c'est pas qu'une question d'argumentation, c'est aussi une façon dont ils sont mis en valeur. C'est toute une société avec ses codes et les sciences humaines et sociales. Les rapports hiérarchiques, les rapports conflits ont toute leur place aussi dans les sciences. Et finalement, tout le monde trouve son compte dans l'explication de Rutherford. Ça permet de réconcilier Kelvin et Darwin tout en permettant à Kelvin de sauver la face. Tout le monde découvre aussi que la radioactivité permet de dater la Terre de façon bien plus précise, donc tout le monde est content. Et pourtant, l'explication trouvée par Rutherford n'est pas la bonne. Maintenant, avec le recul, on voit que si on refait le calcul en tenant compte de la radioactivité, ça ne change guère l'âge de la Terre. La vraie erreur, c'est d'avoir considéré la Terre comme un bloc solide. Alors, la Terre, la roche, c'est très dur. Quand on parle de pierre, quand on parle de granit, quand on parle de fer, évidemment, c'est du métal, c'est de la pierre, c'est très dur. Il n'empêche, quand on dit ça, on oublie complètement les échelles de temps phénoménales. Précisément, sur l'échelle du milliard d'années, la roche bouge comme un fluide. Et c'est ça qui fait, dans les constructions géologiques, qu'on a ces courbes, ces déformations, comme si c'était du plastique, comme si c'était de la pâte à modeler. Toute la tectonique des plaques qu'on apprend aujourd'hui en lycée, à cette époque-là, on n'en a pas conscience. Et en vrai, nos étudiants maintenant au lycée apprennent ça, l'intérieur de la Terre, ça ressemble plus à un fluide qu'à un solide. Et ce ne sont pas les mêmes équations mathématiques. Ce n'est pas l'équation de la chaleur de Fourier, c'est l'équation dite de convection qui régit les transferts de chaleur dans les fluides. Fourier avait compris que dans un fluide, l'équation n'était pas la même. Kelvin le savait. Mais Kelvin ne pensait pas qu'il faille considérer la Terre comme un fluide. C'est beaucoup, beaucoup plus tard qu'on le comprend et qu'on peut refaire les calculs. Le pire dans l'histoire, c'est que dès 1895, donc 10 ans avant Rutherford, un ancien élève de Kelvin avait, lui, compris quel était le bon modèle, quel était le bon ordre de grandeur de l'âge de la Terre, et le premier, sur la base d'arguments scientifiques, avait suggéré que l'âge de la Terre était de l'ordre du milliard d'années plutôt que de la centaine de millions. Il s'appelait Perry, tout le monde l'a oublié aujourd'hui ou presque. C'est le premier scientifique à avoir trouvé le bon ordre de grandeur pour l'âge de la Terre dans toute l'histoire. Et avec les bons arguments, et personne ne l'a entendu. À bien garder en tête, la science, comme n'importe quelle activité humaine, il y a des fois où une bonne découverte est passée sous silence pour de mauvaises raisons, où une mauvaise découverte arrive à s'imposer pour de mauvaises raisons. Et il faut en avoir conscience. Et il a fallu beaucoup de temps avant qu'on comprenne ces phénomènes géologiques. Si vous regardez dans des livres de géologie un peu anciens, où on parle de la Terre, des livres des années 50, on vous présentera encore la dérive des continents comme une hypothèse. C'est seulement vers 1960 que ça s'est imposé, la dérive des continents, comme quelque chose d'assumé, comme quelque chose qui fait consensus. On aurait écouté Perry, dès la fin du XIXe siècle, on aurait pu avoir conscience de cette dérive des continents. Peut-être qu'il y a eu un demi-siècle de perdu pour la géologie à cause de cette surdité collective. On pourrait continuer l'histoire, mais comme vous le voyez, et j'insiste là-dessus, la science, ce n'est pas quelque chose où le savoir est acquis de façon simple, de façon rationnelle et déterminée. C'est quelque chose où on se trompe sans arrêt. Et on pourrait continuer. Tout à l'heure, je vous parlais de Rutherford et la façon dont il a permis, pour de mauvaises raisons, les réconciliations entre Kelvin et Darwin. Rutherford est aussi associé à l'une des aventures scientifiques, pour le pire et plutôt pour le pire que pour le meilleur d'ailleurs, du XXe siècle, la bombe atomique, associée de façon très indirecte.
lors d'une conférence, dans les années 30, Rutherford explique dans une conférence, comme je la fais maintenant, conférence auprès du grand public, explique qu'il y a de l'énergie dans l'atome, mais tellement peu que ce serait complètement illusoire, une escroquerie intellectuelle ou un rêve lunaire que d'extraire cette énergie pour l'utiliser. Rutherford, le père de la physique nucléaire, celui qui a découvert les noyaux atomiques, qui vous expliquait voilà, l'énergie atomique est tellement faible que ça ne pourra être utilisé pour rien de particulier. Parmi ceux qui sont tombés sur le compte-rendu de la conférence, à une époque où on trouvait les comptes-rendus dans les journaux grand public, il y avait le physicien hongrois Léo Szilard, un des personnages emblématiques du XXe siècle, un de ceux qui ont fait l'histoire du XXe siècle, le premier à avoir compris la notion de réaction en chaîne. Et Léo Szilard voit ça et se dit n'importe quoi. Il avait l'esprit de contradiction. Il était était très imprégné de culture juive, passionnément amoureuse de la contradiction, du débat. Il voit ça, Léo Szilard, il se dit, ce vieux crouton de Rutherford, je vais prouver qu'il a tort. Et il a réfléchi jusqu'à avoir l'idée de la réaction en chaîne. Voyez la motivation de Szilard, le défi, en se disant, je me sens mis au défi par cette citation, par cette affirmation de Rutherford, c'est l'esprit de contradiction fondamental. On retrouve ce même esprit de contradiction chez Delambre, Méchain, qui avaient développé des théories contraires à ceux de leurs élèves. C'est aussi un moteur fondamental de la science. Je m'arrêterai là dans l'énoncé. On pourrait continuer longtemps. Après, il a fallu calculer la masse critique qui permettait de faire la bombe atomique. Ils se sont tous plantés, les meilleurs physiciens de leur temps. Heisenberg, Fermi, tout le monde a fait son estimation, tout le monde s'est planté. À la fin, la science, collectivement, a trouvé les bonnes réponses. Les scientifiques, individuellement, si brillants soient-ils, ont erré. Et c'est dans cette histoire pleine de controverses, pleine de débats, pleine d'erreurs, pleine d'allers-retours, pleine d'expérimentations, pleine de confrontations que se construit la science. Là, je vous parlais d'histoire du passé, mais aujourd'hui, c'est pareil. Quand on voit aujourd'hui tous les débats scientifiques qui sont en cours, ils se construisent dans cette même ambiance de débats, d'erreurs, d'allers-retours, de théories qui se chamboulent, et là où collectivement la certitude peu à peu s'écrit, individuellement, ce sont des grands débats, et c'est normal. Et il ne faut pas les penser comme des dénaturations du débat scientifique, comme des choses inconcevables, se scandaliser, s'en offusquer, il faut le voir comme quelque chose de normal, qui a toute sa part à prendre dans le progrès de la société. Petite publicité pour une bande dessinée que j'ai écrite il y a quelques années dans laquelle je vous parle de ces processus, les rêveurs lunaires. On y retrouve Léo Szilard, on y retrouve Alan Turing, on y retrouve ces scientifiques avec leur notion avec la responsabilité dans la société, les doutes qui les envahissent parfois, les erreurs qu'ils commettent, le regard qu'ils portent sur leur propre carrière, leur motivation, la curiosité qui les anime, et ainsi de suite. Et des exemples, des histoires aussi, en l'occurrence plusieurs histoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à certains de ceux qui, dans les coulisses, ont œuvré à changer l'histoire de façon cachée. Cette histoire, c'est la même qui est à l'œuvre aujourd'hui. Gardez bien ça en tête. Les sciences, la société et le processus très humain, empreint d'erreur de la fabrique de la science. En vous remerciant chaleureusement pour votre attention, en vous souhaitant les meilleurs débats possibles avec une dose de contradiction, en espérant avoir semé des graines de doute et de chaos constructifs dans vos esprits, je vous souhaite, mes chers amis, de très belles réflexions.